Depuis toujours, l'humanité a regardé son reflet et s'est posé la même question. Qui suis-je vraiment ? La réponse n'est pas sur la surface du miroir, elle est dans l'œil qui le regarde. Il est l'heure de changer de regard. Bienvenue dans l'œil du miroir, c'est Marie. Alors dans ce deuxième épisode, on va parler du miroir des relations. Un thème très très vaste, d'une profondeur infinie qu'on va donc juste survoler. Un thème profond et en même temps basique, parce que c'est la base de comprendre ça, de comprendre à quel point on se reflète les uns les autres dans toutes les relations que nous entretenons. Donc je vais balayer un petit peu les différents types de relations, que ce soit avec nos amis, au travail, avec notre partenaire bien sûr, avec nos parents, nos enfants. On va faire un petit tour de comment est-ce que ces relations peuvent parler de nous surtout, comment est-ce qu'on peut les analyser pour les utiliser comme un outil de connaissance de soi. Et puis je vais vous donner des petits exemples de ma vie personnelle dans laquelle peut-être vous vous reflèterez justement. Je vous tends aussi un miroir en vous parlant de moi. La base déjà, c'est de comprendre que si on est capable de voir quelque chose en l'autre, c'est qu'on l'a en soi. Et c'est valable bien sûr en positif comme en négatif. Si j'admire très fortement quelqu'un pour des qualités que je lui reconnais, ces qualités-là, je les ai aussi. Si cette personne, au contraire, m'énerve terriblement parce qu'elle a un comportement qui m'agace, c'est une invitation à regarder, est-ce que je n'ai pas réprimé le même comportement chez moi ? Est-ce que je ne l'aurais pas aussi qui s'exprimerait d'une autre manière ? Mais est-ce que cette personne n'est pas en train de révéler quelque chose que je ne veux pas voir de moi ? Quand on parle des autres, on ne parle que de nous. Ça, c'est quelque chose qui a été très libérateur pour moi à partir du moment où je l'ai parfaitement intégré. Quand ce que les autres disent de moi ne parle pas de moi, ne parle que d'eux. Et quand on le comprend vraiment, on peut se détacher totalement de ce que les autres disent. Tous les haters, par exemple, qui pourraient parler de vous sur Internet, ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent que d'eux et de leur propre système de croyances, de leurs limitations. Leur agressivité ne parle que d'eux. Enfin bref, voilà. C'est du coup toujours intéressant de savoir qui parle et d'où cette personne parle. De quel niveau de conscience elle parle. Quelle est la qualité du miroir finalement dans lequel je suis en train de me regarder. Parce qu'on choisit les miroirs dans lesquels on peut se refléter ou pas. Déjà, on attire évidemment les personnes dans notre vie, donc on les a choisis d'une certaine manière, même si c'est inconscient. Mais dans les personnes qui nous entourent, on va choisir de se refléter plus ou moins dans certaines personnes et pas dans d'autres. Parce que cette personne-là va résonner davantage avec les croyances que nous entretenons à notre égard. Voilà, si je suis conditionnée à penser que je suis une personne très généreuse, par exemple, je ne sais pas, je vais davantage vouloir me refléter chez des gens que je vais estimer être aussi généreux, qui vont vibrer, qui vont être alignés avec ce que je crois de moi. Évidemment, c'est valable en négatif aussi, même si ça nous échappe davantage. J'ai un petit exemple à cet égard pour parler des relations amicales, pour illustrer ce fait qu'on choisit aussi les miroirs dans lesquels on se reflète. Il y a de ça 10-15 ans, j'ai été en couple avec une personne avec qui j'étais depuis assez longtemps. On était pacsés et je m'apprêtais à le quitter. Mais j'étais encore dans le doute. Je pensais le quitter, mais j'étais pas encore sûre à 100%. On va dire que j'étais sûre à 75%, 80%. Et j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'en parler à des amis proches et de confiance pour pouvoir essayer d'avoir plus de clarté et d'avoir sur ce que je vivais. J'ai choisi d'en parler à 2 amies proches de l'époque, qui étaient radicalement différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui était en couple avec son compagnon de toujours, puisqu'ils se sont rencontrés quand ils avaient 17 ans. Elle était toujours avec, et 15 ans après, à l'heure où je te parle maintenant, elle est toujours avec lui. Et l'autre amie à qui j'en ai parlé, c'était tout le contraire, elle venait juste de rompre avec sa compagne de l'époque. Et les deux, à qui j'ai donc parlé de ma vie et des questions que je me posais, les deux m'ont dit des choses totalement différentes. Elles m'ont dit le contraire. La première, celle qui était en couple, m'a dit surtout ne le quitte pas. Surtout ne le quitte pas, reste avec lui. Les couples, ça se travaille.
il y a des obstacles, il y a des moments difficiles à passer. Là, vous êtes dans un moment charnière, il faut tenir bon, mais vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes tellement bien ensemble, t'as trouvé ton âme sœur, il faut pas que tu le lâches, il faut que tu restes avec. Et elle m'a vraiment encouragée à rester avec lui. Et quand j'en ai parlé donc elle, évidemment, elle a raisonné avec les 20%, 25% de moi qui n'étaient pas très sûrs encore. Et quand j'en ai parlé à mon autre amie, celle qui venait de quitter, sa compagne, elle m'a dit tout le contraire. Elle m'a dit, mais bien sûr, oui, il faut que tu partes, il faut que tu te reconstruises, il faut partir de zéro, ça résonne plus, il faut que tu aies quelqu'un de nouveau, il faut que tu attires des nouvelles personnes dans ta vie, etc., etc. Évidemment, en fait, ces deux personnes, elles ne parlaient que d'elles. Elles ne parlaient que de leur conception du couple, elles ne parlaient que de ce qu'elles étaient elles-mêmes en train de vivre à travers les relations amoureuses. Elles ne parlaient pas de moi. En aucun cas, elles ne reflétaient ma situation. Mais moi, j'ai choisi de me refléter dans le miroir que me tendait mon amie qui venait de quitter quelqu'un, parce que j'étais quand même sûre à 80% de vouloir partir. Donc cette personne-là, ce qu'elle m'a dit a résonné avec ce que je pensais. Donc c'est plutôt elle que j'ai choisi d'écouter à l'époque. Donc on choisit aussi. On choisit les personnes qui vont résonner davantage avec les croyances qu'on entretient à notre égard sur le moment. Parce qu'aujourd'hui, très longtemps après, je me dis, j'aurais peut-être dû aussi écouter l'autre, un peu plus. Mais bon. Là, je te parle des amitiés, mais pour faire pour raconter une petite anecdote sur le milieu du travail également. Vous connaissez sans doute LinkedIn. Sur LinkedIn, on peut laisser des recommandations à ses collègues. Et une de mes collègues m'avait laissé une reco qui m'avait pas trop parlé. Ça n'avait pas vraiment résonné. C'était très gentil ce qu'elle avait dit, évidemment, c'était très élogieux. Mais je m'étais pas reconnue dans ce qu'elle avait dit. Par contre, je l'avais reconnue, elle. Je m'étais dit, elle parle vraiment d'elle. Je crois qu'elle avait parlé d'une capacité à fédérer autour d'elle. Elle avait dit que j'étais bouillonnante d'idées et que je fédérais autour de moi. Bon, je m'étais dit, tiens, bouillonnante d'idées. Bon, dans ce travail-là, j'ai pas l'impression d'avoir démontré ça particulièrement à l'époque. Et que je fédérais autour de moi, c'était pas du tout l'impression que j'avais. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je me serais qualifiée. Je m'étais dit, tiens, c'est comme ça qu'elle me voit. C'est intéressant, c'est gentil. Mais moi, c'est surtout comme ça que je la voyais, elle. Elle, je la voyais effectivement avec 10 milliards d'idées à la seconde et fédérée autour d'elle. Et j'ai réalisé qu'elle n'avait parlé que d'elle, en réalité. Elle n'avait pas du tout parlé de moi dans cette recommandation. Et ça m'a été confirmé plus tard par un consultant d'une entreprise pour laquelle je travaillais, qui m'avait dit, quand je veux connaître quelqu'un, je vais sur son profil LinkedIn et je regarde ses recommandations. Mais je ne vais pas lire les recommandations que cette personne a reçues, je vais lire les recommandations qu'elle a laissées aux autres. Parce que c'est là qu'en creux, je vais apprendre qui cette personne est. Parce que cette personne ne va en réalité parler que d'elle. Et il avait totalement raison. Il avait parfaitement intégré cette notion du miroir des relations. Quand on parle d'eux autres, on ne parle que de nous. En amour, évidemment, là je pourrais faire des podcasts et des kilomètres, parler pendant des kilomètres et des kilomètres de ça. Mais évidemment, les choix qu'on fait de nos partenaires vont être très, très révélateurs de qui nous sommes, de nos limitations, de nos idéaux, de qui on a été enfant, de ce qui nous manque. Ce qui nous manque, ça ressort par exemple parfaitement clairement au tout début des relations, quand on est dans cette passion, dans cette idéalisation, quand on ne voit pas encore les choses négatives de l'autre, quand on projette, en fait, cette personne est en train de nous montrer nos idéaux et nos manques, ce qu'on pense qu'il nous manque. Je vois chez l'autre ce que je n'ai pas en moi. Par exemple, un de mes compagnons était quelqu'un de très solaire, qui avait une faculté de parler avec n'importe qui, avec des discussions chit-chat un peu très superficielles, capable de s'accouder au comptoir d'un bar et de parler avec la personne qui est là, et de façon très très aisée, ce que moi je n'avais pas du tout. Je ne sais pas être dans des rapports comme ça immédiats et superficiels avec n'importe qui. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça et à m'ouvrir, et j'admirais énormément ça chez lui. Et c'est quelque chose que j'ai vu tout de suite chez lui et que je trouvais superbe, et bon, je suis tombée amoureuse entre autres, mais en fait ça ne parlait que de ce qui me manque ou ce que je crois me manquer, bien sûr. Les relations toxiques aussi, elles sont très révélatrices. Il faut les remercier aussi, ces relations toxiques sur notre chemin, parce que ces personnes-là viennent nous apprendre beaucoup de choses sur nous.
Il vient de nous montrer là où on a des incapacités à poser nos limites, par exemple. Si on tombe sur quelqu'un qui vient sans arrêt les piétiner et qui vient nous manipuler, qui vient nous contrôler, ça nous montre, nous, à quel point on n'arrive pas à poser un cadre, par exemple. Ça peut nous montrer à quel point nous-mêmes, nous sommes contrôlants, sans vouloir le voir. Ça, moi, je te parle de ça parce que c'est quelque chose qui fait totalement écho à ce que j'ai vécu. J'ai eu une maman très contrôlante et très manipulatrice, et j'ai attiré un partenaire très contrôlant et très manipulateur. Déjà, quand j'ai pris conscience de ça, que j'avais en fait attiré le reflet de la relation que j'avais entretenue avec ma mère, ça a été très libérateur, mais derrière, il y avait une autre couche, comme dans un oignon, où j'ai pu comprendre que moi aussi, j'étais manipulatrice, et que moi aussi, je pouvais être contrôlante. À un autre niveau, d'une autre manière que lui, bien sûr, ou que ma mère. Mais en réalité, j'ai hérité de ces mêmes traits. Évidemment, ça fait mal. C'est difficile de se rendre compte, de réaliser qu'on a hérité de ce qu'on reproche à nos parents, de ce qui nous a fait mal. Mais par exemple, dans le couple, je pourrais en parler encore très très longtemps. Hein. Je balaye les choses facile, très très rapidement. Déjà, l'autre vient activer nos blessures. Bon, ça c'est un classique. Par exemple, je vais te parler d'une relation récente que j'ai eue où je lui reprochais beaucoup de choses. Je lui avais pas dit, je ne lui en faisais pas part, mais moi, dans mon fort intérieur, je lui reprochais beaucoup de choses. Je lui reprochais par exemple de pas être suffisamment présent dans la relation, de pas suffisamment s'engager, d'être trop distancié, de pas suffisamment, de pas y croire, de pas être vraiment là dans la relation finalement. Ça me faisait mal, ça venait activer ma blessure de rejet. Donc déjà, là, ça parlait de moi. C'était déjà un premier reflet qui venait déjà m'enseigner sur ta blessure de rejet n'est pas vraiment guérie, parce que tu peux encore réagir au quart de tour. Dès que tu as l'impression que quelqu'un est un peu distant, tu le prends personnellement. Je lui reprochais aussi à cet homme d'être égoïste, de penser qu'à lui parfois, de me demander des services, mais c'était vraiment... il m'exploitait, j'avais l'impression de quelqu'un qui pensait qu'à sa tête, qu'à sa tronche, quoi. Je lui reprochais aussi de pas faire attention à lui, de se laisser aller dans son apparence, de se laisser aller. Il buvait trop de bière. Je trouvais que il y avait un laisser aller au niveau corporel qui me déplaisait. Tout ça, je lui avais pas dit. Je lui avais pas dit, mais je l'ai écrit dans un cahier. J'ai fait une longue liste de tout ce que je lui reprochais. Après, j'ai tiré un trait et j'ai fait une colonne en face. Et je me suis dit, en quoi est-ce que tout ça parle de moi ? En quoi tout ceci me reflète ? Et là, c'était magique, il n'y avait même pas à aller chercher très loin, tout me venait instantanément. La personne en réalité qui n'était pas vraiment engagée dans cette relation, c'était pas lui, c'était moi. Et si moi je ne m'engageais pas dans cette relation, comment pouvoir attendre de l'autre qu'il le fasse ? C'était déjà à moi de faire le premier pas. Mais j'étais pas engagée en réalité. Quand je lui reprochais d'être égoïste, est-ce que c'était pas moi non plus ? Moi aussi je réalisais que je prenais beaucoup finalement. Je venais un peu utiliser cette relation, elle me faisait du bien, mais est-ce que je lui donnais beaucoup en contrepartie ? Peut-être pas. Donc je venais plutôt aussi penser à moi là-dedans. Et puis sur le thème du le laisser aller, mais ça, pour moi, c'était magique. Et bien sûr que j'ai pris conscience que ça parlait que de moi. Moi, j'ai eu une addiction, on va dire, à la nourriture depuis très longtemps, que j'utilise comme outil de gestion émotionnelle. J'ai fait un gros travail dessus et j'ai fait des grands progrès par rapport à avant. Mais ça reste quand même une problématique que je dois gérer et qui fait que je n'arrive pas à reprendre totalement le contrôle de mon corps et de mon apparence, puisque je n'arrive pas à contrôler parfaitement mon alimentation. Elle me bouffe, sans jeu de mots. Et là, j'ai attiré quelqu'un qui avait le même travers, on va dire, mais qui l'a mis en lumière 100 fois plus que moi. Mais en réalité, il ne montrait que ma propre limitation et ma propre incapacité à gérer la nourriture. Lui, c'était avec la bière, mais c'était un peu la même chose. Donc en fait, tout reflétait. Quand j'ai compris tout ça, évidemment, ça m'a aidé à faire un pas de recul, à ne pas être dans le reproche, à ne pas être dans « c'est lui le coupable », il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il est trop comme ci, il est trop comme ça. C'était pas lui le problème. En réalité, tout ça ne parlait que de moi, donc je pouvais pas lui reprocher des choses qu'en réalité on peut me reprocher à moi. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, c'est moi qui ne m'engageais pas, j'ai compris que c'est parce que je n'avais pas vraiment envie de m'engager avec cette personne. Et que attendre qu'il s'engage n'était pas très juste. Et en fait, j'ai fini par la quitter, cette personne-là, parce que j'ai compris que
c'était pas la peine. Mais c'était du coup très intéressant ce travail. Quelque chose que j'ai dit par rapport à lui va faire le pont et la transition avec ce dont je vais parler tout de suite. Je vais parler des enfants, en quoi nos enfants nous reflètent. J'ai dit que finalement, toutes ces choses que je reprochais à cet homme, je ne lui avais pas exprimées à lui. Je les avais gardées en mon fort intérieur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile pour moi. Exprimer les choses. Dire ma vérité. L'affirmer. Affirmer ma voix, porter ma propre voix. Et j'ai une fille qui est autiste et qui est non-verbale. Et quand j'ai commencé à utiliser cet outil du miroir des relations avec mes enfants, et que j'ai compris que ma fille, en ne parlant pas, finalement, elle me reflétait aussi, waouh, ça a été un sacré choc. Ça a été un sacré choc. Alors je ne dis pas que ma fille est devenue non-verbale parce que moi j'ai un problème d'expression, attention. Mais je pense que le jour où moi j'arrive à débloquer totalement cette parole en moi, où j'arrive à affirmer ma vérité, à exprimer ce que je pense, ce que je ressens, le jour où j'arrive vraiment à faire ça, je suis persuadée qu'il y aura une clé qui permettra de déverrouiller quelque chose chez ma fille. Parce que ma fille n'est pas totalement non-verbale, elle n'est pas mutique, elle répète, elle dit des phrases, mais les phrases ne sont pas les siennes encore. Elle ne sait pas encore porter sa propre voix, justement, elle ne sait pas encore construire son propre langage. Donc en ça, elle vient aussi me tendre un miroir terrible sur qui je suis. Justement, je vais parler un petit peu de ma fille, parce que du fait de son autisme et qu'elle ne soit pas verbale, elle montre les choses d'une autre manière, mais alors, c'est un miroir sans concession. Je pense que nos enfants sont des miroirs fois 1000, des miroirs, comment on appelle ça, grossissants. Ils viennent mettre en lumière tout ce qu'on ne veut pas voir chez nous, ça c'est clair. Ils viennent nous faire travailler, tout comme nos couples, hein. Ce sont des écoles enseignantes très 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 puissantes. Ma fille, par exemple, elle fait beaucoup de bêtises. C'est une enfant qui est très libre, qui ne sait pas épouser les règles, qui ne rentre pas du tout dans le moule. Voilà, si vous connaissez un petit peu l'autisme, vous avez des personnes autistes autour de vous, peut-être que vous comprendrez. C'est des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans notre moule. Même si elles le veulent, elles ne peuvent pas. Si elles le font, c'est qu'elles font du masking, ça s'appelle. Mais elles ne peuvent pas. Donc ma fille ne fait pas de provocation. Elle ne le fait pas exprès. Ça n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Ça n'est pas qu'elle est désobéissante. Ça n'est pas qu'elle est capricieuse. Elle ne peut pas rentrer dans ce moule et répondre à ses règles. Et qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi? Elle vient réveiller ma colère, bien sûr. Parce qu'en faisant des bêtises à répétition, par exemple, moi, elle vient activer cette colère qui était là en moi avant elle. Cette colère, elle n'est pas dirigée contre ma fille, en réalité. Elle était là avant. Elle vient me montrer toute la colère que j'ai en moi. Et parfois, ça me fait peur. Je me dis, ouf, il y a beaucoup à travailler là. Il y a beaucoup à l'exprimer, justement. Donc, elle vient aussi m'aider considérablement, ma fille. C'est un sacré outil de développement personnel. Elle vient me montrer à quel point, justement, j'ai encore des limitations. J'ai une incapacité à lâcher prise. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être beaucoup plus zen et patiente avec son comportement? Parce que moi-même, j'ai encore des séquelles, on va dire, de cette éducation avec une mère très contrôlante. Moi aussi, je suis contrôlante. Moi aussi, j'ai envie qu'on rentre dans le moule. J'ai envie que... Ça, c'était plus du côté de mon père, qu'on a envie de rentrer dans le moule, mais je suis encore le fruit de l'éducation que j'ai reçue. Et elle vient montrer où est-ce que j'ai encore des conditionnements qui doivent être cassés, où est-ce que j'ai encore des limitations. Elle vient m'aider aussi terriblement. Tout le comportement que j'ai à son égard vient parler de moi. Et cette petite fille qui est totalement différente, totalement atypique, qui ne répond pas du tout aux attentes, qui ne répond pas du tout aux règles, qui n'obéit pas, qui ne sait pas s'exprimer verbalement, elle vient aussi me montrer ma capacité d'amour inconditionnel. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où l'amour, c'était sous condition. Voilà, pour qu'on t'aime, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. C'est pas un cas isolé chez moi. Voilà, l'amour, ça se mérite. Pour avoir l'amour, il faut remplir un cahier des charges. Et finalement, ma fille, elle vient m'aider à briser ce cycle, à briser ça. Non, elle a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que je l'aime d'une manière totale et inconditionnelle. Elle vient réveiller ce puits d'amour que j'ai en moi. Mon fils, c'est tout à fait le contraire de sa petite sœur.
Mon fils, il est un peu le portrait craché de la petite fille que j'étais, moi, à son âge. C'est-à-dire à tout faire comme il faut, à bien épouser les règles, à vouloir être aimé de tout le monde, à pas vouloir décevoir, à vouloir être le premier de la classe, entre guillemets, le bon élève. Pas juste à l'école, mais à vouloir, voilà, rentrer dans ce moule. Et moi, j'étais comme ça. Et ça m'attriste de voir que je lui ai passé, finalement, sans le vouloir. Mais il vient aussi refléter ça. Donc c'est très intéressant. Ça nous fait vraiment, vraiment nous mettre en travail d'aller regarder ça. Nos parents, bien sûr, hein, aussi, nous reflètent. On se construit à travers leur propre regard quand on est enfant. Ce qui avait d'aimant ou ce qui manquait justement d'amour. Soit on s'est dit, avec un regard aimant, je suis digne d'amour, soit il manquait d'amour dans leur regard, et on a commencé à se construire en se disant qu'il fallait faire certaines choses pour mériter leur amour. Donc déjà, le regard de notre parent sur nous, tout petit, est déjà un miroir dans lequel on va commencer à se construire. En conclusion de tout ça, parce qu'on pourrait en parler encore très très longtemps, c'est que ce miroir des relations est un formidable outil de développement personnel, d'auto-observation, pour voir ce qui nous dérange chez nous, pour aller travailler sur nous, voir nos zones d'ombre. Ce qu'on ne voulait surtout pas voir, en réalité, nous est amené en pleine face par les autres. Je trouve que c'est aussi un très bel outil de connexion à l'autre parce que ça nous amène beaucoup de compassion. Parce que plus on se connaît soi, plus on connaît ses peurs, ses blessures, ses manques, etc., plus on va les voir, évidemment, on va les reconnaître chez l'autre et ça va nous amener cette compassion, cette empathie. Et ça crée du lien, bien sûr, avec les autres. Et je pense que la plus grande leçon qu'on a à recevoir de ce miroir des relations, c'est la responsabilité émotionnelle. Passer de « il m'a blessé, elle m'a mise en colère » à « je me suis mise en colère parce qu'il y a eu telle action ». On passe de « tu », le « tu qui tue », comme on dit, à « je », et on se responsabilise sur nos réactions, nos émotions, et on arrive à comprendre que tout ça, ça nous revient à nous. Et que finalement, on est aussi créateur de cette expérience, bien sûr. En conclusion, en conclusion de la conclusion, tout ce qu'on voit en l'autre, évidemment, c'est toujours moi. Tout ce que je vois chez l'autre, c'est moi, sous une autre forme. Exactement comme de le film, si vous l'avez vu, Dans la peau de John Malkovich, où à un moment, il y a une scène où tous les personnages sont John Malkovich. Et quand ils parlent, ils ne disent que John Malkovich. John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich. C'est très drôle, cette scène. C'est exactement ça, en fait. c'est exactement ça. Il n'y a personne d'autre que moi. Pas moi, l'ego, bien sûr. Hein. Pas moi, Marie, qui vous parle. Le personnage que j'ai construit et qui est évolutif, qui n'existe pas en réalité, qui est totalement illusoire. Mais moi, la conscience supérieure, qui est exactement la même chez chacun d'entre nous, en fait. Il n'y a qu'un, nous ne faisons qu'un, bien sûr. Et je pense que cette conclusion-là, c'est la conclusion de chacun des épisodes qu'on pourra évoquer dans la suite de l'œil du miroir. C'est qu'évidemment, nous ne sommes qu'un. Je rajouterais quand même pour finir que plus on est bienveillant à notre égard, et plus les miroirs autour de nous le sont aussi. On va pouvoir se regarder avec davantage de douceur chez les autres. Quand on commence à s'aimer davantage, et à s'aimer tout court, finalement, on ne voit qu'amour autour de nous. Et ça, c'est très beau aussi. Donc ça, c'est un bon test pour voir où est-ce qu'on en est de l'amour de nous-mêmes. Voilà, je vais terminer là-dessus ce deuxième épisode, et puis je te dis à très bientôt pour la suite.